Tu veux t'informer en toute simplicité? Avec l'appli Info de Radio-Canada. C'est dans le domaine du possible. Et avec les balados de Radio-Canada Audio. Doit-on en faire plus pour sécuriser la frontière canado-américaine? C'est simple, c'est l'info qu'il te faut. Nous sommes le lundi 27 janvier. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. Content de vous retrouver en ce lundi matin avec moi en studio déjà à cette heure-ci. Véronique, Olivier et Vincent, bonjour à vous trois. Bonjour. On va se parler un peu plus tard à l'émission. Jean-Philippe va se joindre à nous, Jean-Philippe Robillard, parce que vous avez peut-être entendu en fin de semaine que le président américain Donald Trump avait imposé des sanctions à la Colombie, oui, parce que le pays avait refusé qu'un avion militaire avec des migrants à l'intérieur se pose en sol colombien. Finalement, il y a eu un accord au cours des dernières heures. Donc, il n'y aura pas de sanctions d'imposer par les États-Unis. Jean-Philippe Robillard va nous faire part des derniers développements à ce sujet-là. Sinon, Vincent, vous allez revenir sur cette course qui est en cours à la direction du Parti libéral du Canada. Il y a eu une opération charme au Québec hier, pourrait-on dire. Mark Carney, d'abord, est en tournée avec François-Philippe Champagne qui l'appuie à Shawinigan, dans le pays de François-Philippe Champagne. Et puis, Chrystia Freeland, elle était de passage à Tout le monde en parle. Oui, on peut dire le lancement de leur campagne auprès des francophones du pays, au Québec en plus particulier. M. Carney qui a eu le droit à une belle visite guidée de la Mauricie avec François-Philippe Champagne et son énergie qu'on lui connaît. Il a serré beaucoup de mains. Exactement. Et puis Chrystia Freeland qui est venue présenter son message aux Canadiens à l'émission Tout le monde en parle. Là, je vous donne les détails de ce que ça donne dans quelques minutes. Parfait, on y revient. Le temps de parler sport de football. Again, going to a knee. You can doubt the Chiefs. You can dislike the Chiefs. You can disrespect the Chiefs. You're going to have to deal with the Chiefs being the first. C'est incroyable. Vous comprenez qu'on parle de football américain. Les Chiefs de Kansas City, c'est eux dont on parle qui vont se rendre au Super Bowl. Vous pouvez les détester, vous pouvez, peu importe, mais ce sont eux qui vont médire sur les Chiefs. Ils vont se rendre encore une fois au Super Bowl et ce sera un match face aux Eagles, pas la semaine prochaine, l'autre dans 2 semaines. Dans 2 semaines, effectivement. C'était le match de ce dimanche qui était surveillé par à peu près tous les partisans de football hier. Les Chiefs de Kansas City qui ont remporté les 2 derniers titres du Super Bowl contre les Bills de Buffalo qui aimeraient bien y participer au moins une fois au Super Bowl et peut-être remporter ou décrocher leur premier titre. Hier, le match n'a pas déçu. Ça s'est décidé dans les dernières minutes du match. Les Chiefs qui ont remporté la rencontre 32-29 hier. Patrick Mahomes a été bon encore une fois. Une passe de toucher, 2 touchés par la course, a été aidé aussi par son groupe défensif qui a bloqué, entre autres, à 2 reprises en 4e essai, les Bills de Buffalo, entre autres, en fin de match, pour donner justement cette victoire aux Chiefs de Kansas City. Et vous l'entendez, peut-être que certaines personnes sont tannées de les voir, les Chiefs, en finale du Super Bowl, mais c'est la 3e fois consécutive qu'ils y participent et c'est la première fois dans l'histoire de la NFL qu'une équipe qui a remporté 2 titres consécutifs se représente à nouveau au Super Bowl. Et si les Chiefs venaient à décrocher le Vince Lombardi, donc le trophée de la meilleure équipe de cette saison dans la NFL, ce serait la première fois de l'histoire aussi qu'une équipe réussirait ce triplé consécutif. Donc vraiment, elle est exceptionnelle, cette équipe des Chiefs. Elle continue de nous faire mentir. 17e victoire cette saison remportée alors que le pointage se décide par une possession. Ça, c'est un record aussi dans la NFL. Probablement qu'on va en ajouter d'autres records encore et encore avec les Chiefs, mais ça a été vraiment toute une rencontre et malheureusement pour Josh Allen, il devra patienter encore un peu pour pouvoir y participer. Sinon, il y avait un autre match hier. Les Eagles, vous l'avez dit, ont facilement disposé des Commanders de Washington. Victoire de 55-23. Celui qui a mis sa marque sur le match, c'est Saquon Barkley, qui est le porteur de ballon des Eagles, qui a été vraiment excellent hier. Donc, ce sera tout un duel. Une reprise du Super Bowl d'il y a 2 ans. Et les Chiefs de Kansas City qui vont tenter, je le rappelle, de répéter leur exploit. Maintenant, c'est quoi cette histoire-là? Les sénateurs d'Ottawa viendraient jouer à Québec?
On avait parlé, il y a eu des rumeurs au cours des dernières semaines, derniers mois. On laissait entendre que les sénateurs viendraient possiblement faire un camp d'entraînement à Québec. Ben, il semble qu'il y aura annonce aujourd'hui du propriétaire des sénateurs d'Ottawa. Ça se fera à Québec aujourd'hui, Michael Andlauer, qui devrait annoncer des matchs préparatoires en sol québécois au Centre Vidéotron. Souvenez-vous, lorsque Geoff Molson s'était présenté à Québec pour inaugurer une autre patinoire bleu-blanc-rouge, il avait parlé de discussions avec la Ville de Québec pour un match préparatoire. Ben, il semble qu'un de ces matchs préparatoires, ce sera contre les sénateurs d'Ottawa. Donc, annonce qui sera faite aujourd'hui. On sait que ça avait été un beau succès quand même lorsque les Kings de Los Angeles se sont présentés au Centre Vidéotron. On retient surtout aussi la subvention que le gouvernement avait donnée aux Kings. Justement, sauf que Geoff Molson, lorsqu'il a été questionné à cet effet, il avait dit qu'il n'y aura pas de subvention pour un match préparatoire du Canadien à Québec. Donc. Un peu moins de controverse. Et donc, 2 équipes canadiennes aussi qui s'affronteraient. Un match qui aura lieu en septembre prochain. Donc, on devra tourner là vers Québec, aujourd'hui. Avec un peu de nouvelles de la LNH. Oui. Voilà. La LNH de retour à Québec. Non, il y a des matchs préparatoires. Non, je parle des pas équipes pas de Québec. Non, c'est ça. Non, partez pas ça, certains ici. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée, bonne semaine. Bonjour, Véronique. Bien, bonjour, Alors, il y a de la neige attendue dans les prochaines heures. Oui, de la neige et des vents forts. Donc, lundi, ça va brasser. Ce matin, c'est relativement calme. On est bien. Les températures légèrement sous zéro, -3 à Montréal. Ça varie entre -8, -10 un peu partout. Il y a un petit -17 du côté de Québec, quand même. Mais disons que le ciel est assez nuageux déjà. Il y a quelques éclaircies. Puis là, plus on avance dans la journée, je dirais à partir de la mi-journée, les vents vont se mettre de la partie. Alors, des vents du sud-ouest, 40, 70 km à l'heure. Il y aura des rafales à 80, 90 km à l'heure ce soir, cette nuit, au passage du front froid. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des bourrasques de neige possibles. Donc, on a émis des avertissements de bourrasques et de vent pour pas mal toutes les régions du sud du Québec. En ce qui a trait aux accumulations, c'est pas tant la neige que le vent qui va déranger. Donc, pour Montréal, pas plus que 5. Pour l'Estrie, ce serait 5 à 10. Dans les Laurentides de la Naudière, il y en aura un peu plus, une dizaine de centimètres, peut-être 15 par endroit. Là où ça va tomber davantage, c'est vers la réserve faunique des Laurentides et Charlevoix, 20 à 30 centimètres possibles de ce côté-là. L'Outaouais, autour de 2 à 5 aussi. Donc, vent fort à partir de cet après-midi, bourrasque de neige qui s'infiltre là-dedans, fin de journée, soirée. Et au cours de la nuit prochaine, les vents vont changer de direction pour souffler du nord-ouest, 30, 50 km à l'heure. Et là, Mercure sera à la baisse parce qu'aujourd'hui, en journée, -1, -3, on reste autour de ces valeurs-là et on perd des degrés cette nuit, -7 Montréal, mais près de -15 en secteur montagneux. Et demain, on aura une journée de répit, c'est-à-dire que le ciel va se dégager tranquillement. Les vents du nord-ouest vont demeurer présents et les températures seront encore à la baisse en journée autour de -12, -16. Donc, plus froid. Un autre système qui arrivera mercredi avec encore son lot de neige. 2 à 5, Montréal, mais cette fois avec des températures près de la barre des -10. Donc, ça change quand même la donne. Alors, aujourd'hui, on porte vraiment attention à ces vents qui vont commencer à s'installer à partir de l'après-midi parce que ça peut engendrer des pannes. Oui, c'est vrai. Avec des rafales comme ça, c'est possible. L'Abitibi, on est sous avertissement de bourrasque aussi, 5 à 10 cm. Là, les vents sont forts, -4, c'est le maximum. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, la neige commencera cet après-midi. Les vents seront forts également, 10-15 cm possible jusqu'à demain. Vers le Bas-Saint-Laurent aussi, c'est un 5 à 10. Ça commence en après-midi. Vent fort, les températures se maintiennent autour de -3, -4 aujourd'hui, à la baisse la nuit prochaine. Encore un peu de soleil vers la Gaspésie, la Côte-Nord, ça va s'ennuager. La neige commence plus tôt ce soir. 5 à 10 cm à venir pour ces secteurs-là aussi, -4 à -5 en journée. Territoire ontarien, on n'y échappe pas. Des bulletins spéciaux, des avertissements de vent fort, des bourrasques de neige sur le territoire. Je dirais la portion nord ce matin. Thunder Bay, Sudbury, c'est du 5 à 10 cm avec des vents forts. Toronto, Windsor, les vents seront forts également. Les averses de neige, c'est principalement ce soir. Ottawa, même chose. Les vents commencent à souffler davantage en après-midi. 2 à 5 cm ce soir avec un mercure à la baisse par la suite. Dans l'ouest, c'est plus calme. C'est même doux. 6 à Vancouver sous le soleil. 7 à 9 degrés Edmonton et Calgary aujourd'hui sous un ciel variable. Légèrement sous zéro pour Regina, Winnipeg avec une tendance à l'ennuagement de ce côté. Merci Véronique. Bonne journée.
On a vraiment l'impression que c'est une course à deux qui commence à se dessiner de plus en plus clairement dans cette course à la direction du Parti libéral du Canada. D'ailleurs, Mark Carney et Chrystia Freeland étaient au Québec au cours de la fin de semaine dans l'espoir de mieux se faire connaître auprès des électeurs francophones. Chrystia Freeland est quand même assez connue. Elle était vice-première ministre. Mark Carney, il y a peut-être des gens qui ont de la misère, qui le connaissent moins, même s'il était gouverneur de la Banque du Canada. Donc, Chrystia Freeland, elle était sur le passage, était sur le plateau plutôt, oui, de Tout le monde en parle. Exactement. Et le message de Chrystia Freeland aux libéraux et ultimement aux électeurs, là, c'est qu'elle peut incarner la réponse face à Donald Trump. Chrystia Freeland qui a rappelé qu'elle était en charge des négociations avec le président américain lors du premier mandat de Donald Trump et qu'elle a su en tirer une entente avantageuse pour tout le monde, c'est ce qu'elle a dit. Donc, c'est pour elle une carte de visite importante pour sa candidature. On écoute Chrystia Freeland. Je sais comment gagner contre M. Trump. Je l'ai déjà fait une fois et je sais que les Canadiens et Canadiennes savent que Pierre Poilievre ne peut pas le faire. Pierre Poilievre ne veut pas confronter M. Trump. Alors, si on en est là, dans une course à la direction à la chefferie du Parti libéral du Canada, c'est beaucoup en raison de la démission fracassante de Mme Freeland au mois de décembre, et elle est revenue là-dessus. Oui, elle se défend d'avoir fait tomber Justin Trudeau par ambition professionnelle. Ce qu'elle dit, c'est qu'après l'élection de Donald Trump, il fallait changer de cap. Par exemple, ce n'était plus acceptable d'envoyer des chèques de 250 $ aux Canadiens. Pour ce qui est de son principal rival, Mark Carney, un ami de longue date, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, est aussi le parrain du fils de Chrystia Freeland. On va écouter ce qu'elle avait à dire à propos de lui. Est une excellente fonctionnaire, mais je suis une politicienne. Je suis une femme forte. J'ai de l'expérience et surtout, je sais qu'aujourd'hui, le défi principal devant nous, c'est se défendre contre M. Trump. Oui, donc lui, il est un fonctionnaire moins habile qu'un politicien pour faire face à M. Trump. On sent un peu ses lignes d'attaque face à Mark Carney, qui lui est en Mauricie avec François-Philippe Champagne pour lancer en quelque sorte sa campagne au Québec. Oui, une petite visite guidée de Saint-Tite, de Shawinigan, organisée par François-Philippe Champagne. Mark Carney qui en a profité pour répondre à Pierre Poilievre, chef conservateur, qui lui avait envoyé en fin de semaine une lettre lui demandant d'exclure tous les ministres libéraux actuels advenant un gouvernement Carney. Mark Carney, qui, on le sait, a l'appui de nombreux ministres, a clairement laissé entendre que s'il gagne, certains d'entre eux pourraient rester à son cabinet, et il a répondu à Pierre Poilievre. C'est un peu bizarre. Il est obsédé, évidemment. Évidemment, il est obsédé qu'il y a une option maintenant, une option positive pour l'économie canadienne, et il n'en a pas. Maintenant, M. Carney, lui, s'est présenté comme le candidat capable d'incarner le changement. Oui, ma collègue Laurence Martin, qui a suivi Mark Carney dans ce petit tour de la Mauricie, elle a pu lui poser des questions. Beaucoup de choses qui sont sorties. D'abord, selon Mark Carney, le gouvernement Trudeau a trop dépensé. Il propose le retour à l'équilibre budgétaire dès un premier mandat. Pas question, par contre, de toucher aux services comme l'assurance dentaire, mais l'État doit être plus efficace. Les Canadiens, les Québécois et les Québécoises, ils veulent le changement. Et ils veulent que nous mettions l'accent sur l'économie. Alors, il y aura un changement avec mon gouvernement. Très rapidement, en terminant sur la menace tarifaire de Donald Trump, Mark Carney affirme que le Canada a beaucoup de cartes dans son jeu. Et comme le premier ministre Legault, il croit qu'on peut utiliser la carte de l'hydroélectricité comme levier pour négocier avec les Américains. Merci, Vincent. Je vous en prie. Gabriel Lemarquand-Perrault est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. La presse plus de ce matin nous parle d'un agresseur sexuel sur 3 qui serait mineur. En fait, les adolescents commettent plus d'infractions sexuelles que les adultes, toute proportion gardée au Québec. C'est un dossier de Léa Carrier à lire à la une de la presse plus ce matin. Et ces infractions sexuelles sont en hausse, dit la presse, dans les dernières années. En fait, en 2022, près du tiers des auteurs présumés d'infractions sexuelles étaient d'âge mineur. La même
même année, pas moins de 730 adolescents ont fait l'objet d'une plainte d'agression sexuelle au Québec. C'est plus que tout autre groupe d'âge, selon les données du ministère de la Sécurité publique. Alors, dossier à lire, c'est à la une de la presse ce matin. Et la presse qui a interrogé quelques experts par rapport à ça. Et ce qu'on dit, c'est que de façon générale, les adolescents sont plus susceptibles d'adopter des comportements délinquants que les adultes. C'est ce que mentionne une criminologue et professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Julie Carpentier, en entrevue avec la presse. Autre constat aussi, c'est qu'à cet âge, plusieurs adolescents vivent leur première expérience sexuelle. Or, tous n'ont pas encore pleinement intégré les normes, même si elles sont enseignées à l'école. Donc, dossier fort intéressant, c'est à lire ce matin à la une de la presse. Voilà pour la presse. Le Journal de Montréal donne la parole à d'anciens sous-traitants d'Amazon qui dénoncent la manière, dont ils ont appris que leur service n'était plus requis. De façon cavalière, dit-on, dans les pages du quotidien ce matin. Notamment, on raconte l'histoire d'une compagnie qui regroupait plus de 200 livreurs, tous destinés à la livraison d'objets pour Amazon à partir de l'entrepôt de la Chine. Et l'un des employés dit on était payé par Amazon, qui était notre unique client, par le billet de notre compagnie. Or, c'est arrivé de nulle part, dit-il. Personne n'était au courant. On a eu une réunion et c'est tout. Il dit j'ai vu plusieurs gros gaillards pleurer. Donc, on ne révèle pas le nom de la compagnie par crainte de représailles, mais selon le Journal de Montréal, ce n'est pas un cas unique. Un peu partout, on peut lire des articles qui traitent donc de cette journée, il y a 80 ans, libération du camp de concentration d'Auschwitz. C'est notamment la une du quotidien français Libération ce matin. On voit une photo du camp à l'hiver, une tour de garde, des clôtures aussi. Nous ne sommes plus qu'une poignée, nous comptons sur vous parce que les derniers survivants, Mathieu, doivent aujourd'hui encore mener le combat de la mémoire. Libération consacre 6 pages là-dessus ce matin. C'est la une également du Guardian. Les survivants d'Auschwitz racontent leur histoire. Le New York Times aussi. À Auschwitz, une cérémonie solennelle à l'heure de la montée du nationalisme. Et le Courrier international, lui, mentionne ce matin que la géopolitique s'est brusquement invitée dans la préparation de la cérémonie parce qu'à laquelle n'assisteront ni le président russe ni le premier ministre israélien. Vous pourrez lire ça ce matin. Mais quand même, il y a de nombreux dirigeants de partout dans le monde, des groupes de survivants aussi, de moins en moins nombreux, bien sûr, qui vont se joindre, qui vont participer à ces cérémonies qui marquent le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Parmi les invités, il y a le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui y sera. Et dans le National Post ce matin, le quotidien anglais, qui nous révèle les résultats d'un sondage qui mentionne un sondage commandé par l'Association d'études canadiennes réalisé par la firme Léger, qui mentionne que 18% des Canadiens âgés de 18 à 24 ans pensent que l'Holocauste a été exagéré. Et parmi les Canadiens âgés de 25 à 34 ans, la proportion est de 15%. Donc, on dit que le monde est confronté à plusieurs défis alors que le nombre de survivants justement de l'Holocauste continue de diminuer. Sondage qui a été effectué auprès de 1519 Canadiens entre le 17 et le 20 mai 2024. L'importance de revenir sur ces événements, devoir de mémoire. Et les nids de poules sont de retour à Montréal, mais un peu partout, je dirais. J'ai circulé un peu en fin de semaine, puis il y en a pas mal. Au grand désarroi de plusieurs, en fait, du 1er au 21 janvier, le service du 311 à Montréal a reçu 650 requêtes concernant des nids de poules. C'est ce que nous mentionne le Journal de Montréal ce matin, c'est selon des données de la ville. Donc, les nids de poules qui sont de retour, une légère baisse par rapport à la même période l'an dernier, dit le journal, à laquelle on en comptait 865. Donc, soyez prudents avec votre voiture et lorsque vous marchez aussi. Hein? Oui, tout à fait. En vélo, n'importe comment, ça peut faire mal. OK, merci Gabriel. Bonne journée. Salut. Jean-Philippe Robillard se joint à nous à cette heure-ci. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Revenons sur cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Colombie qui aurait finalement été de courte durée, que quelques heures. Oui, mais quand même. Donald Trump avait imposé des sanctions contre Bogota parce que, Bogota avait refusé qu'un avion avec des migrants à son bord atterrisse. Ouais. Finalement, il y a un accord, mais on comprend que la stratégie du nouveau président pourrait bien avoir fonctionné. Oui, ça a fonctionné. Il est parvenu, Mathieu, à faire plier la Colombie comme il le souhaitait
souhaitait Donald Trump. Alors, selon la Maison-Blanche, le gouvernement colombien a finalement accepté, c'était hier, là, vraiment en fin de soirée, sans aucune restriction, ce que voulait Donald Trump pour le rapatriement des migrants clandestins d'origine colombienne qui sont expulsés par les États-Unis, même s'ils sont renvoyés, Mathieu, à bord d'avions militaires et peu importe leur nombre, alors que plus tôt dans la journée d'hier, là, la Colombie avait refoulé 2 avions militaires américains qui transportaient des migrants expulsés par les États-Unis, parce qu'à ce moment-là, Mathieu, le président Gustavo Petro disait que ces ressortissants devaient revenir chez eux dans des avions civils, qu'ils devaient également être traités avec dignité, comme tout être humain, et ne pas être traités comme des criminels. Et c'est ce qui avait amené, vous l'avez dit, Donald Trump à menacer la Colombie, à le menacer là, d'imposer des sanctions. Là. Bon, maintenant, quel type de sanctions? Ben, ça va vous dire quelque chose, hein, sûrement. Donald Trump, donc, il menaçait d'imposer des droits de douane de 25 % sur tous les produits colombiens importés aux États-Unis. Des tarifs qui auraient également, Mathieu, grimpé à 50 % s'il n'y avait pas eu d'entente là, dans une semaine. Les États-Unis auraient aussi révoqué les visas pour les responsables gouvernementaux colombiens, leurs alliés, de même que leurs partisans, en plus de les empêcher d'entrer aux États-Unis. Des sanctions qui auraient aussi comporté des inspections renforcées à la frontière américaine pour tous les ressortissants colombiens, de même que pour la marchandise en provenance de Colombie. Le gouvernement, donc, américain aurait mis ça en place là, pour des motifs de sécurité nationale. On écoute Julien Toureille de l'Observatoire sur les États-Unis de l'UQAM. Dans ce cas-là, la Colombie avait parfaitement le droit, en vertu de sa souveraineté, de refuser d'accueillir des avions en provenance des États-Unis et transportant ces immigrants illégaux. Même s'il rencontre un obstacle de cette nature-là, Donald Trump va utiliser tous les moyens à sa disposition, notamment son arme privilégiée, manifestement celle des droits de douane. Oui, Donald Trump qui répète à quel point il aime le mot tarif. Oui, effectivement, il y a 25 %. 25 oui, c'est ça, c'était important, mais clairement, il y a eu des résultats parce que le président colombien a changé son fusil d'épaule. On dirait qu'il y a eu des négociations, même si au départ, Mathieu, le président colombien menaçait lui aussi d'imposer des sanctions aux États-Unis. Donc, on l'a dit tantôt, donc selon Washington, sur la base de l'accord donc, qui a été conclu avec le gouvernement colombien, tous les tarifs, toutes les sanctions contre la Colombie sont suspendus pour le moment, à moins que le pays, Mathieu, éventuellement n'honore pas l'entente. Cela dit, il y a également une réunion d'urgence qui aurait été convoquée cette semaine par les présidents et chefs d'État de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes pour justement discuter là, de la question migratoire. C'est une réunion qui pourrait avoir lieu là, dans 3 jours. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Voilà donc pour cette édition d'À la Une. Ce qu'on va surveiller aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau qui amorce son voyage en Pologne. Il doit rencontrer des survivants du camp de concentration d'Auschwitz. C'est aujourd'hui qu'on souligne donc le 80e anniversaire, qu'on commémore donc les événements entourant le 80e anniversaire de la libération de ce camp d'Auschwitz. Lancement également, la ministre fédérale du Tourisme, Soraya Martinez-Ferrada, et la mairesse de Montréal qui doivent lancer un projet de logement locatif dans l'est de Montréal, entre autres ce que l'on va surveiller, et annonce fédérale en matière d'infrastructure à Ottawa. On va surveiller ça également aujourd'hui. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Quant à moi, je vous retrouve dans les radiojournaux. Bon lundi, bon début de semaine.